Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Je me présente Stéphanie Nucera, diététicienne nutritionniste spécialisée dans la nutrition du sport. Je suis chargée de mission santé sport au comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes et j'interviens notamment auprès des jeunes athlètes de haut niveau de la Team Esport. Et je profite de ce live pour remercier Philippe Manassero, le président, ainsi que son équipe, ainsi que son équipe, Charline et Véro, pour leur confiance. Alors aujourd'hui, dans ce contexte un petit peu particulier du confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19, je souhaitais vous apporter quelques conseils nutritionnels pour vous aider à bien gérer vos repas au quotidien et éviter la prise de poids, mais aussi à l'inverse, veiller à bien continuer à couvrir les besoins énergétiques de votre corps. Alors, je vais vous apporter quelques éléments, à savoir au niveau du rythme alimentaire d'abord, puis la notion de l'équilibre alimentaire et enfin la gestion des quantités. Donc, j'espère que ça marche en même temps. Oui. Donc, et puis après ma présentation, il y aura un petit temps d'échange où vous pourrez me poser vos questions. Donc, je vous inviterai à poser vos questions dans les commentaires pour que je puisse y répondre. Voilà. Donc, en ce qui concerne le rythme alimentaire, même s'il est un petit peu décalé du fait des difficultés d'endormissement ou d'une moins bonne qualité de sommeil dont on peut être sujet un petit peu en ce moment à cause de l'inactivité, je vous conseille de continuer à maintenir un rythme alimentaire basé sur les 3 repas principaux, à savoir le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, voire même une collation si besoin, de manière à ne pas dérégler l'horloge biologique de l'organisme. Donc, au sein de ce rythme alimentaire, la notion de l'équilibre alimentaire est vraiment très importante pour 2 raisons essentielles. Alors, la première, comme je vous ai dit, ça va être pour bien couvrir les besoins de votre corps et lui apporter tous les nutriments essentiels dont il a besoin pour fonctionner. Donc, j'ai un doute si ça marche en fait. Ok, merci Tine. Je ne savais pas si je parlais toute seule ou si vous étiez là. Merci. Donc, je vous disais qu'au sein de ce rythme alimentaire, la notion d'équilibre alimentaire avait son importance pour bien couvrir les besoins énergétiques du corps, mais aussi parce que ça va être l'équilibre alimentaire qui va vous permettre d'avoir un effet de satiété optimal et éviter ainsi les fringales de l'après-midi et aussi les fringales nocturnes qui vont bien évidemment être responsables de la prise de poids. Alors, finalement, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée et quels sont les besoins qu'a votre corps pour bien fonctionner au quotidien? Alors, d'abord, il y a le groupe alimentaire des féculents. Donc, les féculents, dans l'alimentation, concrètement, ça va correspondre aux pâtes, riz, semoule, pommes de terre, les légumineuses, tout ce qui est lentilles, flageolets, pois chiches, les pains spéciaux, céréales, complets, seigles, etc. Les féculents vont vous apporter ce qu'on appelle des glucides complexes. Et les glucides complexes ont pour rôle de vous apporter l'énergie pour tout travail physique, mais aussi cérébral. Donc, ça va vous servir pour bouger, mais aussi pour réfléchir. Et puis, en plus de cela, ils vont vraiment bien vous caler et éviter d'avoir recours au grignotage de l'après-midi. Ensuite, on va avoir le groupe alimentaire constitué des protéines. Les protéines dans votre alimentation, c'est représenté par les viandes, les poissons, les œufs.
et on en trouve aussi dans les produits laitiers. Les protéines, c'est le macronutriment qui va vous permettre de renouveler votre tissu musculaire, en quelque sorte, donc de faire votre synthèse musculaire. Il faut savoir que la synthèse du muscle se fait par deux éléments, à savoir l'activité physique et l'apport en protéines alimentaires. Donc, c'est vraiment important d'apporter quotidiennement vos protéines de manière suffisante, de manière à éviter une fonte musculaire, d'autant qu'on n'a pas de réserve de protéines dans l'organisme et qu'il faut vraiment donc en apporter tous les jours. Ensuite, on a les légumes. Alors, les légumes, qu'ils soient cuits ou crus, peu importe, c'est vraiment en fonction de vos goûts et de votre envie du moment. C'est un groupe alimentaire qui va vous apporter des fibres, des vitamines et des minéraux, au pouvoir antioxydant notamment, et qui vont avoir la particularité aussi de bien vous caler avec un minimum de calories. Alors finalement, on a les féculents, viande, poisson, œufs, légumes, et j'insiste pour que les trois groupes alimentaires soient apportés simultanément dans votre assiette, parce qu'en réalité, c'est l'ensemble de tous ces nutriments qui vont travailler en synergie et qui vont faire en sorte que vous allez être rassasié. J'insiste vraiment sur cette notion de satiété parce que si votre corps est bien nourri physiologiquement, ça va être plus facile de lutter contre l'envie de manger. D'accord? On sait très bien qu'on va avoir des fringales qui peuvent être liées au fait qu'on n'a pas suffisamment mangé, mais aussi des envies de manger par ennui ou bien pour gérer une émotion. Si physiologiquement déjà on n'a pas faim, c'est plus facile de lutter. En dessert, on a les produits laitiers, sous forme de yaourt. Alors je précise là aussi que tout ce qui est crème dessert, flan, mousse, etc., ce ne sont pas des yaourts, mais ce sont des produits gras et sucrés qu'il faut consommer de manière occasionnelle uniquement pour le plaisir. En produits laitiers, on peut avoir aussi le fromage. Le fromage n'est pas interdit, il est autorisé à hauteur de 30 grammes par jour, à condition qu'on n'ait pas de cholestérol dans le bilan sanguin, bien sûr, sinon il vaut mieux rester sur un yaourt. Mais si on en consomme 30 grammes par jour, vous avez le droit, que ce soit sous forme râpée sur les pâtes ou en dessert, peu importe. Et puis, on a les fruits ou compotes, en privilégiant l'appellation des compotes sans sucre ajouté, qu'on peut soit consommer en dessert, soit les garder pour les collations, l'après-midi par exemple, de manière à réduire le temps entre le déjeuner et le dîner qui peut être parfois un petit peu long. Alors, je vous ai parlé du rythme alimentaire, de l'équilibre alimentaire. Alors, ok, mais concrètement, combien je vais en mettre dans mon assiette? La gestion des quantités va être primordiale, surtout en cette période de confinement, parce qu'en fait, il va falloir bien gérer, de manière d'une part à ce que l'équilibre de la balance énergétique soit toujours adapté. Ça veut dire que les apports caloriques ne doivent pas dépasser les dépenses énergétiques, sinon il y a prise de poids. Mais à l'inverse, comme je vous l'ai dit en intro, il ne faut pas tomber dans le piège de se sous-alimenter parce qu'on a peur de prendre du poids et finalement que les apports caloriques ne soient insuffisants pour couvrir les besoins minimums vitaux de l'organisme et placer votre corps en situation de carence et donc de souffrance et puis finalement l'exposer au risque de l'effet yo-yo et puis il y a aucun intérêt à faire ça. Alors, pour information, les besoins énergétiques sont calculés de manière individuelle selon 5 critères. Donc, on va tous avoir des besoins quantitatifs différents. Donc, à savoir que vous soyez, donc en fonction du sexe, que vous soyez un homme ou une femme, en fonction de votre âge, de votre taille, de votre poids, mais aussi de l'activité physique. Alors, là, on ne va pas pouvoir, bien sûr, calculer les besoins individuels de chacun, mais d'une manière générale, je vais conseiller aux personnes plutôt sédentaires d'avoir dans son assiette une majorité de légumes, environ la moitié de l'assiette, avec la portion un quart de féculents et la portion de viande, de poisson ou d'œuf.
Pour les sportifs assidus, il va falloir adapter la quantité de féculents. Pourquoi? En fonction de l'entraînement, en fait, de la fréquence, de la durée, de l'intensité. Il faut adapter la quantité de féculents tout en maintenant l'apport en protéines pour la synthèse musculaire et pour réparer la fibre musculaire après l'entraînement, et la portion de légumes qui va apporter aussi des antioxydants qui vont permettre chez le sportif de lutter contre les radicaux libres qui ont été sécrétés à l'entraînement. Alors, pourquoi est-ce que je conseille aux sportifs d'augmenter la quantité de féculents en fonction des entraînements? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les féculents vous apportent des glucides complexes. Ces glucides complexes, une fois absorbés dans le corps, ils vont aller se stocker dans le foie et dans le muscle sous forme de glycogène. Ce stock de glycogène est en quelque sorte la réserve d'énergie. Et c'est dans cette réserve que le corps va aller puiser l'énergie pour assurer l'activité physique sans fatigue et sans coup de pompe. Donc, l'apport en féculents est important avant, au repas qui précède l'entraînement, mais il va être aussi important après parce qu'il va falloir reconstituer ce stock de glycogène qui va avoir été épuisé au cours de l'activité physique. C'est pour ça que pour les sportifs, les féculents ont une place plus importante pour pouvoir bien récupérer. Alors, un petit mot sur l'assaisonnement. Donc, l'assaisonnement, alors je vais vous conseiller de préparer vos repas nature. Alors, idéalement, il faut faire cuire à la vapeur, bouillie, au four, grillé ou à la plancha, enfin peu importe, mais nature. Et je vous conseille de rajouter la matière grasse crue après cuisson des aliments, donc à savoir soit une cuillère à soupe d'huile ou bien un petit morceau de beurre, à condition bien sûr que vous n'ayez pas de cholestérol. Sinon, il faut rester quand même sur des matières grasses végétales, donc les huiles et les margarines. Et éviter en parallèle toutes les sauces, fritures, panures et les mauvaises graisses. Pensez aussi aux herbes aromatiques et aux épices qui vont permettre de donner de la saveur à vos plats sans apport calorique supplémentaire. Et les desserts, comme j'ai dit tout à l'heure, les produits laitiers, donc les produits laitiers, yaourt, fromage ou lait aussi, hein, pour ceux qui en boivent, c'est à hauteur de le PNNS, donc le Programme National Nutrition Santé, a donné comme recommandation 2 produits laitiers par jour. Donc ça peut être midi et soir par exemple. Et au niveau des fruits, je précise que les fruits ne sont pas à volonté. Attention, ne tombez pas dans ce piège-là. Les fruits, c'est à hauteur de 2 à 3 par jour en raison de leur présence de fructose qui reste quand même du sucre. Voilà. Alors, à cela, je voudrais rajouter quelques petits conseils, et notamment quand vous allez faire vos courses. Et j'ai envie de vous dire, soyez forts quand vous allez faire vos courses. Parce que bien souvent, on est tenté d'acheter des produits gras, salés, sucrés, etc. Alors, c'est vrai que c'est bien pour le plaisir, mais dans le contexte du confinement, étant donné qu'on bouge moins, il faut être quand même plus vigilant. Si vous résistez à l'achat pendant les courses, vous n'en avez pas à la maison, et quand vous allez vous ennuyer, vous n'aurez pas de quoi consommer ces produits un petit peu diaboliques, on va dire, pour le cerveau et pour le corps. Et en parallèle, allez privilégier plutôt l'achat des légumes frais. On a le temps en ce moment de les cuisiner. Souvent, on me dit en consultation, non, mais j'ai pas le temps, le travail, les enfants, etc. Là, on a le temps maintenant de les cuisiner. Donc, achetez des produits frais, cuisinez-les, ça fera passer du temps, ça détend. Et après, il y aura le plaisir de les consommer pour un faible apport calorique. Voilà, ça va être tout ce qui concerne l'alimentation. J'aimerais aussi rajouter de ne pas perdre de vue que même en confinement, le corps a des besoins hydriques et qu'il faut continuer à bien s'hydrater tout au long de la journée quand même. Donc l'eau, ça peut être aussi des thés, des tisanes, des cafés. Alors bien sûr, quand même, attention à ne pas dépasser 4 à 5 tasses par jour de café, hein, parce que sinon ça va être trop au niveau de la caféine. Mais pensez vraiment à bien boire, c'est important. Et puis, à cela,
bah, pensez aussi à bouger. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, mais vous avez des super cours tous les matins à 10h30 sur le site Facebook du CDOS, des cours de renforcement musculaire donnés par Tim Manacero et qui va vous permettre de bouger votre demi-heure quotidienne recommandée tous les jours. Voilà. Alors, vous va venir, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais franchement, c'est un peu triste. Déjà qu'on est confiné, on peut pas manger. Alors non, j'ai pas dit qu'on peut pas manger non plus d'aliments plaisir. Bien évidemment, ils ont toute leur place au sein de l'alimentation équilibrée dont je viens de vous évoquer. Et bien sûr, de temps en temps, vous pouvez consommer un aliment plaisir à condition d'en respecter bien sûr les fréquences et les quantités. Si vous êtes plutôt chocolat, par exemple, consommez une barre et évitez de manger la tablette. Voilà. Donc, j'espère vous avoir apporté des éléments nouveaux. Je vous remercie pour votre écoute et je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite à les mentionner dans les commentaires et comme ça, je pourrai vous répondre. Voilà, à vous. Voilà, j'attends vos questions, je lis vos commentaires. Ça m'a un peu perturbée au début d'ailleurs. Voilà, j'attends vos questions dans les commentaires. Alors là, j'ai une question par pourquoi les panures sont déconseillées? Alors, les panures sont déconseillées parce que le plus souvent, les produits panés sont frits. Donc, du coup, ils vont être imbibés de graisse et on va avoir un apport en graisse supplémentaire. Par quoi remplacer le sucre pour les sugar addicts? Alors, effectivement, le sucre est une addiction, hein, complètement. Plus on en mange et plus on va avoir envie d'en manger. L'idéal, c'est de commencer à se déshabituer en diminuant les quantités. Alors, je sais pas, par exemple, Julie qui m'a posé la question, si vous avez l'habitude de mettre deux sucres dans votre café, commencez à diminuer, à en mettre qu'un seul, etc. Et puis, sincèrement, comme je vous l'ai expliqué, le fait d'avoir l'alimentation équilibrée avec toujours le féculent, le légume et la protéine diminuera votre envie de manger sucré. Après, vous avez tout ce qui est fruits, compotes, le miel, etc., qui vont avoir quand même une meilleure qualité au niveau du sucre puisqu'on va être sur du fructose et non pas du saccharose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors visiblement, moi je vois pas d'autres questions. Dis donc, vous avez tout compris du premier coup? Vous faites déjà tout bien? Alors, je sais pas du coup, Charline, est-ce que... Ah, alors attendez, j'ai une autre question. Produits laitiers, plutôt de vache ou chèvre? Ah, ça saute. Produits laitiers. Alors, on pose une question s'il faut privilégier les produits laitiers à base de vache ou de chèvre. Peu importe, en fait, c'est vraiment en fonction du goût. Les produits laitiers ont la particularité d'apporter des protéines animales ainsi que du calcium. C'est pour ça qu'on a besoin de ces groupes-là. Il va y en avoir autant dans la vache que la chèvre. Donc, il n'y a pas de préférence à avoir là-dessus, mis à part si
mis à part en fonction de vos goûts. Par contre, faites attention quand même à tout ce qui est à base de brebis, parce que les produits à base de brebis, contrairement à ce qu'on peut penser, sont beaucoup plus gras que les produits laitiers à base de lait de vache. Donc faites attention à ça. Alors, j'ai une autre question, si on me demande si les produits bio sont bien meilleurs. Alors, le bio, en réalité, c'est quoi? C'est un label de qualité, d'accord? Ça veut dire que le bio va garantir que le produit consommé va être fait à partir d'ingrédients qui n'auront pas été traités chimiquement, etc., etc., et des ingrédients de meilleure qualité que les produits qui ne sont pas bio. Par exemple, alors bien sûr, au niveau des légumes bio, visiblement, il serait quand même meilleur de les consommer que les autres. Mais par contre, attention aux produits d'épicerie bio. Les produits d'épicerie bio restent quand même des produits qui vont être gras et sucrés. C'est pas parce que vous achetez un paquet de biscuits qui va être bio que vous pouvez en manger de manière plus importante. La seule différence, en fait, c'est que à la place d'avoir du sucre sous forme de saccharose, vous allez avoir du sucre de canne. Au lieu d'avoir une huile par exemple de tournesol ou quoi dans un biscuit classique, dans les produits bio, vous allez avoir plutôt de l'huile de colza. Donc ça va être des ingrédients de meilleure qualité, mais ça n'empêche pas de retrouver quand même un apport calorique et en gras important dans les produits bio. Donc attention à l'amalgame. Alors, je mets 3 sucrètes dans mon café et je n'arrive pas à diminuer, c'est mauvais, plus monter à 16 heures avec aussi 3 sucrètes. Alors, les sucrètes, c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent. Je suis pas forcément pour, dans le sens où moi, de manière personnelle, j'évite vraiment tout ce qui est produits industriels. Les sucrètes restent des produits synthétiques qu'il faut éviter. Ça apporte l'information au cerveau qu'il est en train de manger du sucre alors qu'en réalité il n'en mange pas. Les sucrètes sont intéressantes pour les personnes diabétiques, mais si vous n'avez pas de problème de sucre, c'est pas forcément intéressant. Donc là, par rapport à la question, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Julie aussi pour le sucre, si vous en mettez 3, essayez déjà de diminuer à 2 pour éviter de consommer des produits synthétiques qui n'ont aucun intérêt pour l'organisme et qui dérèglent l'information au cerveau, plutôt que de continuer à en consommer. Voilà. Dites-moi si je réponds bien à vos questions ou si vous voulez des détails supplémentaires. Vous êtes sage. Je regarde si j'ai pas raté de questions. Alors, une autre question. Niveau hydratation, qu'est-ce qui est conseillé lorsqu'on fait du sport? Alors, ça c'est une question donc spécifique sport. Alors, en amont de l'activité physique, il faut avoir le corps bien hydraté, d'accord? Donc par de l'eau tout simplement. Ensuite, en fonction de l'activité physique, donc de la discipline en fait sportive, que ce soit un sport de force, un sport d'endurance, et selon la durée de l'activité physique, il va falloir prévoir une boisson de l'effort qui va permettre d'apporter régulièrement du sucre de manière à ce que, je vous ai parlé tout à l'heure du stock de glycogène, de manière à réalimenter régulièrement ce stock de glycogène. Au-delà de 1 heure d'effort, le corps a besoin de réalimenter ce stock de glycogène par du sucre. Alors, du sucre, donc je ne parle pas du morceau de sucre, hein. La meilleure boisson de l'effort et qui peut être fait maison et qui coûte pas cher en plus, c'est dans un bidon en fait mettre du jus de raisin, de compléter avec de l'eau et de mettre une pincée de sel pour l'apport en sodium qu'on perd dans la transpiration. Donc ça va être la boisson pendant l'effort
Et après l'effort, moi, ce que je conseille aussi, c'est de boire des eaux minéralisées, des eaux riches en bicarbonate qui vont permettre de tamponner l'acidité du corps qu'aura généré l'activité physique. Voilà, bon, je ne vais pas citer de marque ici, mais voilà, des eaux bicarbonatées et riches en sodium pour récupérer. Alors, en ce moment de confinement, comment surveiller l'alimentation des sportifs de haut niveau? Alors, certains me contactent. Après, c'est sûr qu'à distance, si c'est un petit peu compliqué. Toutefois, les sportifs de haut niveau à qui moi j'ai affaire ont quand même les consignes, ont quand même une discipline à ce niveau-là aussi, puisque bon, ils savent bien qu'à un moment donné, ils vont reprendre des compétitions et qu'ils n'ont pas le droit de se laisser aller. D'autant plus que je rappelle que chez le sportif de haut niveau, l'entraînement nutritionnel fait partie intégrante de l'entraînement physique. Alors, donc j'ai une autre question. Les dates sont-elles un bon moyen de combler ses envies de sucre? Merci beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses. De rien. Alors oui, bien sûr, les dattes, ça fait partie des fruits secs. Donc je rajouterai aux dattes tout ce qui est fruits secs, raisins secs, donc abricots secs, raisins, figues, dattes. Ce sont des produits très intéressants qui vont effectivement vous apporter du sucre de manière concentrée. Donc vous allez vraiment sentir cette dose de sucre dont vous avez besoin, parce que je vois que c'est la même personne que tout à l'heure. Mais encore une fois, on n'est pas sur la même qualité de sucre, on est sur du fructose. Donc, le fructose a un IG, un index glycémique moyen, et donc c'est un sucre qui est bien meilleur que le saccharose. Le saccharose, c'est un sucre avec un index glycémique très élevé qui fait varier la glycémie de manière très importante et qui n'est pas bon pour la santé. Donc, c'est vrai que parmi les sucres, il faut différencier le saccharose qu'on va trouver dans les produits sucrés, le morceau de sucre en lui-même, etc. Le fructose, et qui a un index glycémique élevé qui n'est pas intéressant du tout. Et le fructose qu'on va retrouver dans les fruits secs, les compotes, les jus de fruits aussi. Mais bon, attention aux jus de fruits, il y a quand même des pièges là-dessus parce que beaucoup contiennent du sucre sous forme de saccharose, donc attention aux jus de fruits. Voilà, donc oui, les dattes sont un très très bon aliment et en plus qui contient énormément de bons minéraux. Je sais pas si je dois... je sais pas si je dois répondre, Tine, à ça. Alors, on me pose aussi la question des amandes. Euh, alors, les amandes font partie du groupe des lipides. Donc, c'est ce qu'on appelle les graines oléagineuses, qui va regrouper tout ce qui est noix, noisettes, amandes, euh, les pignons, tout ça, comment dire, les graines de lin, les graines de courge. Donc, ce sont des graines oléagineuses qui vont vous apporter des lipides. Donc, les lipides est le groupe alimentaire qui va apporter le plus de calories. Mais là encore, il va falloir différencier les bons lipides et les mauvais lipides. Et bien sûr, les graines oléagineuses vous apportent des bons lipides. Donc, les amandes sont un très très bon coupe-faim. Par contre, il faut bien respecter les quantités. Au niveau des recommandations quotidiennes, les amandes doivent être consommées à hauteur de 30 grammes par jour. Alors bon, c'est assez simple, ça fait à peu près 30 amandes. Donc, toutes graines oléagineuses confondues. Donc, si vous consommez aussi des noix ou des noisettes, l'essentiel, c'est que dans la journée, vous en consommez pas plus que 30 grammes. Et quand si toutefois vous avez faim, mangez une dizaine d'amandes et vous verrez que ça vous calera assez bien avec des bons nutriments. Alors là, on pose une question, combien de calories doit-on avoir par jour pour une femme pendant ce confinement pour ne pas prendre de poids? Alors, comme j'ai dit, ça c'est une question un petit peu compliquée à répondre étant donné que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les besoins énergétiques se calculent en fonction de plusieurs critères, qu'on est tous différents et que, alors, pour la personne qui m'a posé la question,
Alors Dominique, du coup, je sais pas si c'est un homme ou une... Ah ben c'est une femme sûrement. Euh, En fonction, je pourrais vous dire en fonction de votre taille, de votre âge aussi. Et bon, l'activité physique pendant le confinement, visiblement, vous n'en avez pas beaucoup. Mais surtout, en fonction de votre âge, ça peut être entre 1600 à 1800 calories pour vous donner une fourchette globale. Mais je vous dis, c'est vraiment en fonction de ces paramètres. Alors, le jeûne intermittent pour purifier le corps, info ou intox. Alors, moi, je suis pas pour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le corps a une horloge biologique qu'il faut respecter. Quand on jeûne, on le met dans une situation de carence. Tous les jours, le corps a des besoins minimums pour faire fonctionner la machine, même si on ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Ce métabolisme de base, euh, il faut le couvrir avec un minimum de calories par jour. Sinon, votre corps va mal fonctionner. Donc, si on jeûne, on n'apporte pas tout ça. Et puis ensuite, le piège souvent, c'est qu'après, le corps vous réclame ce qu'il n'a pas eu pendant la période de jeûne. Ça affaiblit. Enfin, en général, en tant que professionnel de l'alimentation, on n'est pas pour. Alors, elle est petite. Quel âge? Est-ce que tu as son âge? Je dirais plutôt 1600 du coup. Là, on me précise, donc donc on me demande, je vous explique, on me demande les apports caloriques pour une personne confinée, une femme plutôt petite, sportive, mais alors du coup, est-ce qu'elle continue à faire du sport pendant le confinement ou pas, je ne sais pas, et qui a 50 ans. Alors, si vraiment vous voulez que je calcule les besoins, je peux prendre la calculatrice et calculer, hein. Il me faudrait la taille, le poids. On va dire peut-être 1600, 1700 calories. Voilà. Mais pour avoir une valeur sûre, il me faut la taille, le poids, voilà. En plus des éléments que j'ai maintenant. On a une formule bien spécifique et précise qui me permet d'avoir les besoins minimums pour couvrir le métabolisme de base et à ça de rajouter les calories nécessaires pour l'activité physique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde si j'en ai pas raté. Alors, on me demande si les produits à 0%, c'est bidon ou pas. Alors, en général, alors ça dépend. Il faut vérifier. Moi, ce que je conseille, c'est de vérifier la liste des ingrédients et le tableau des valeurs nutritionnelles. On peut avoir des produits à 0% de matière grasse et en parallèle, on n'a pas d'ajout de sucre parce qu'il faut faire attention la différence entre 0% de matière grasse et l'apport en sucre. Bien souvent, les mentions des industriels sont un petit peu compliquées à déchiffrer. Donc, si votre produit il est à 0% de matière grasse, mais qu'en parallèle, l'industriel n'a pas utilisé d'additifs supplémentaires pour pallier le goût, enfin l'insipidité du 0%, donc le goût ou la texture aussi, je pense notamment au yaourt, parce que bien souvent on rajoute des gélifiants pour avoir une texture plus onctueuse, etc. S'il reste sain, j'ai envie de dire oui. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de produits à 0% de matière grasse qui finalement sont enrichis en sucre, puisque finalement on a deux exhausteurs de goût dans l'alimentation, le sucre et le sel. Donc pour donner du goût, on va rajouter du sucre. Donc 0% de matière grasse, ok, mais si c'est pour avoir plus de sucre, non. Et si encore une fois c'est pour manger des additifs, il n'y a pas d'intérêt. L'idéal c'est de continuer à consommer. Je ne sais pas si on évoque les yaourts en parlant de ça, mais un yaourt normal plutôt que des produits laitiers enrichis avec
des additifs synthétiques ou avec plus de sucre. Ça va concerner les yaourts aux fruits souvent. Vous risquez d'avoir des yaourts à 0% de matière grasse, mais comme ils sont aux fruits, il y a beaucoup de sucre. Alors, j'ai une autre question où on me demande comment ne pas tomber dans l'anorexie lorsque l'on commence un régime ou un rééquilibrage alimentaire. Alors déjà, personnellement, le terme régime, je ne l'aime pas. Euh, le régime n'a pas d'intérêt dans le sens où il peut y avoir une frustration. Et dès qu'il y a frustration, à un moment donné, on va craquer et on va recommencer à manger comme avant. Idéalement, quand on veut faire attention à ce qu'on mange, c'est d'avoir cette alimentation équilibrée dont je viens d'évoquer, de manière à pouvoir manger un peu de tout. En fait, c'est de l'apprentissage alimentaire. Ça veut dire que changer ses habitudes pour mettre en place cet équilibre alimentaire, et puis une fois que c'est mis en place, on continue tout le temps de manger comme ça, avec bien évidemment de temps en temps les aliments qui vont nous faire plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais faire des régimes hypocaloriques, je vous l'ai dit, hein, ça va mettre votre corps en souffrance, en carence, et à un moment donné, vous allez craquer. Alors ça peut mettre 15 jours, un mois, 6 mois, ça dépend des individus, mais à un moment donné, vous allez craquer. Vous allez avoir faim en permanence, vous pensez qu'à manger toute la journée, et puis le jour où vous allez avoir une émotion négative pour une raison ou pour une autre, vous allez vous jeter sur le premier paquet de biscuits venu, que vous allez avaler en 5 minutes, et puis qu'après vous allez culpabiliser pendant des heures. Et puis en fait, après, c'est un cercle vicieux, c'est un engrenage difficile pour s'en sortir. Donc, que ce soit l'anorexie ou la boulimie, essayez vraiment d'adapter ce rythme alimentaire avec l'équilibre alimentaire et la gestion des quantités dont chacun a besoin, permet vraiment de bien nourrir le corps et de laisser le mental tranquille, si j'ai envie de dire. Alors, j'ai une question. Avec le confinement, peut-on s'autoriser du chocolat pour le moral? Alors oui. Euh, donc je sais pas si je dois l'avouer, mais j'en mange aussi, mais je suis raisonnable, ça fait partie de mes aliments plaisir. Donc comme je l'ai dit, hein, ça va être une barre de chocolat et pas la tablette. Donc bien sûr, dans la mesure où on en maîtrise les quantités, on a droit au chocolat ou autre pour le moral et pour le plaisir. Alors ensuite, faut-il moins manger le soir que le midi? Alors, ça dépend en réalité. Alors, j'ai envie de dire, pendant la période de confinement, si vous n'avez pas d'activité, oui. Mais attention à faire quand même des dîners qui vont être suffisamment consistants de manière à ne pas avoir de fringales la nuit. Parce que si vous voulez manger léger pour avoir bonne conscience le soir, mais que au final vous n'arrivez pas à dormir parce que vous avez faim ou que vous êtes réveillé par des fringales la nuit, là encore, il n'y a pas d'intérêt. Donc en fait, vraiment, la notion d'alimentation, ce qui est important à gérer, c'est ni trop, mais ni pas assez non plus. Voilà. Après, manger moins le soir que le midi, ça dépend aussi de chacun. Ça dépend donc dans la vie normale, parce que bon, j'espère quand même qu'on va très vite retrouver une vie normale. Ça va dépendre des horaires de travail, des horaires d'entraînement, si la personne est sportive ou pas. Quelquefois, si on s'entraîne le soir en fin d'après-midi, le repas qui va suivre pour récupérer, il doit être quand même suffisamment important, mais alors tout en restant digeste par contre, vous voyez. Et c'est en ça où finalement, si on évite les mauvaises graisses, le repas reste digeste et il n'y a aucun souci. Alors, malgré le confinement, les cloches en chocolat vont-elles passer? Est-ce bon? Alors, ça dépend. J'adore ta question. Alors, ça dépend qui c'est qui va t'acheter la cloche en chocolat ou pas. Donc normalement, vu que les gens sont censés respecter le confinement, c'est pas moi qui va t'amener la cloche, quoi qu'il en soit. Si tu t'en achètes pendant que tu fais tes courses
Oui, pourquoi pas. Dimanche, c'est Pâques. Si on a l'occasion d'aller faire ses courses et de se faire son petit plaisir en s'achetant sa petite cloche et en manger dimanche, moi je dis oui. Mais encore une fois, en ayant fait l'activité physique donnée par Tine le matin, en respectant le rythme alimentaire et l'équilibre alimentaire. Et puis pour le coup, si tu manges la cloche en chocolat, et ben le soir tu referas du sport. Voilà. Alors ensuite, on a le droit à combien de granola par jour? Donc les granolas, n'est-ce pas, ça fait partie donc c'est un biscuit hein, pour ceux qui connaissent pas. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent quand même. Donc les biscuits font partie des produits gras et sucrés avec une valeur calorique quand même très importante. Je sais que environ 100 grammes de biscuits va apporter 500 calories et un granola va apporter 60 calories. 60 calories de mauvais sucre et de mauvaise graisse. Et en général, la difficulté, c'est de se contenter d'un seul granola. Voilà. Euh, donc, il vaut mieux faire attention. Et la personne qui a posé cette question, je vais lui confisquer son paquet de granola. Voilà. D'autres questions? Alors, j'ai une question intéressante. Donc, plusieurs articles font référence à l'augmentation des apéros en... ah, attendez, il y a tout qui arrive en même temps. Alors, je reprends. Plusieurs articles font référence à l'augmentation des apéros en période de confinement pour garder le contact avec ses proches à distance. Quelles limites? Alors, bien sûr, en général, qui dit apéro, dit alcool et dit produits salés, voire gras avec la charcuterie et les biscuits salés. Alors, bien évidemment, hein, tous les aliments proposés à l'apéro, en ce qui concerne les biscuits salés ou les charcuteries ou les petits feuilletés, etc., sont à éviter le plus possible. Alors, si vous faites un apéro par semaine, euh, pourquoi pas, avec un verre d'alcool. Maintenant, c'est sûr que si vous vous retrouvez tous les soirs sur les réseaux sociaux pour faire des apéros avec des alcools et des produits gras et salés, bien évidemment, la prise de poids à la fin du confinement risque d'être quand même importante. Après, on peut, je dis pas du coup par là de ne pas faire d'apéro et de rester chez soi confiné tout seul et ne pas être en contact avec les autres, mais on peut choisir des aliments meilleurs, à savoir des tomates cerises, ou même confectionner des tartes maison, etc., qui vont être de bien meilleure qualité que les produits. Et ensuite, si vous voulez faire des apéros plus qu'une fois par semaine, bah, essayez de rester sur des apéros beaucoup moins alcoolisés, de manière à limiter ce type de produits quand même. Alors, on me pose la question de l'eau départ. Est-ce que l'eau départ est si bonne que ça? Alors en fait, toutes les eaux sont bonnes. Et j'ai envie de dire même l'eau du robinet. Alors bon, bien sûr, je vois de là que certains vont me dire que chez eux l'eau elle est pas bonne. C'est vrai, chez certains l'eau elle a pas de goût, elle a un mauvais goût. Mais normalement toutes les eaux sont bonnes, y compris l'eau du robinet. Ensuite, en ce qui concerne les eaux en bouteille, elles sont toutes bonnes. La particularité qu'elles ont, c'est leur différence en apport en minéraux. Ça veut dire que il va y avoir des minéraux prépondérants différents dans chaque eau. Donc en fait, dans l'eau départ, le minéral prépondérant va être le magnésium et le magnésium est un minéral qui est mieux relaxant. Et souvent, on va consommer l'eau départ dans le cadre d'une constipation parce que le magnésium, qui est un minéral, va relâcher les muscles, en fait, puisqu'il a la particularité d'être mieux relaxant, et d'aider à aller à la selle. Après, vous prenez d'autres eaux, vous allez en avoir qui sont plus riches en calcium,
qui vont être intéressantes pour les personnes qui n'aiment pas les produits laitiers et qui n'en consomment pas du tout. Donc, pour compenser le manque de calcium dans l'alimentation, il va falloir privilégier les eaux qui sont riches en calcium. Vous allez avoir l'eau Ceinture, bon, je voulais pas dire la marque tout à l'heure, mais du coup, là, on parle de marque, j'en parle. L'eau Ceinture est riche en sodium et elle est intéressante pour le sportif en récupération pour permettre de récupérer le sodium perdu dans la transpiration. Donc, toutes les eaux sont intéressantes. Il faut juste savoir quel est le minéral prépondérant et voir quel besoin nous on a. Alors, j'ai une autre question sur l'apéro. J'aime faire l'apéro de temps en temps que je dois prendre comme alcool et comme biscuits, chips, cacahuètes et olives. Alors, les alcools, donc il faut privilégier quand même les alcools les moins forts, à savoir le champagne et le vin. L'alcool vous apporte du sucre. Les alcools forts, vous pouvez être pour un verre à environ 250 calories. Au niveau du vin et des champagnes, qui vont être les alcools les moins forts, vous allez être à environ 80 à 100 calories le verre. Et c'est plutôt ce type d'alcool qu'il faut privilégier. Alors après, les chiffres, je dirais qu'il n'y en a aucune. Enfin, maintenant, il y en a quand même qui sont moins salés, etc. Donc, essayez de privilégier ça. Les cacahuètes, à ce compte-là, privilégier les graines oléagineuses. Mais si vraiment on veut des cacahuètes, il faut les prendre grillées, sans sel, etc. Et les olives font partie de ce qu'on appelle les fruits oléagineux, donc on est aussi sur des lipides. Donc faites attention quand même à tout ce type de produits, hein, ça doit vraiment rester occasionnel. Alors, est-ce qu'après le sport, en fin de journée, on peut manger des pâtes? Oui, il faut manger des pâtes. Bien sûr qu'il faut manger des pâtes. Les pâtes, je vous l'ai dit, ça fait partie des féculents et va donc vous apporter les glucides complexes nécessaires à la constitution du stock de glycogène et donc à l'énergie pour l'activité physique. Et donc après le sport, comme je l'ai dit, manger des pâtes va permettre de reconstituer le stock de glycogène et de remettre le corps à un niveau normal de manière à ce qu'il soit prêt pour la prochaine séance de sport. Il faut savoir que le sport, même si on sait que c'est bon pour la santé, il va y avoir des altérations physiologiques liées à l'activité physique. Donc, l'objectif de l'alimentation, c'est d'avoir la bonne alimentation avant et ensuite, la période de ce qu'on appelle la récupération nutritionnelle est très importante de manière à réparer toutes ces constantes qui ont été altérées pendant l'effort, à savoir donc la déplétion des réserves de glycogène, donc en apportant des pâtes derrière. Et je précise qu'il faut privilégier des pâtes avec une cuisson al dente. Voilà, évitez de faire trop cuire vos féculents. Et ensuite, au niveau de la récupération nutritionnelle, apporter des protéines de manière à réparer la fibre musculaire qui est cassée à l'activité physique, boire les eaux bicarbonatées pour tamponner l'acidité de l'organisme liée aussi à l'activité physique, manger des fruits et des légumes pour avoir les antioxydants qui vont lutter contre les radicaux libres, etc., etc. Donc, toutes ces constantes altérées par l'organisme doivent être réparées avec le repas de récupération. Donc, en fait, après le sport, en fonction de l'horaire du sport, il va y avoir la collation de récupération immédiate et ensuite le repas de récupération à distance. Et ces deux repas, en quelque sorte, doivent permettre de réparer le corps. Et oui, je dis oui aux pâtes, mais plus. Alors, je travaille dans le domaine alimentaire en grande surface, stand, fromage, pizza, charcuterie. Comment faire pour ne pas me laisser tenter? Et existe-t-il des coupes-faim? Ouh là 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 là. Non, surtout pas de coupe-faim, mais je suis contre à 150%. Il n'y a rien de pire que de dérégler votre corps et ensuite, à un moment donné, de ne plus arriver à faire bouger votre poids. Alors, comme je l'ai dit, on en revient à respecter le rythme alimentaire et l'équilibre alimentaire.
Je crois savoir que la personne qui m'a posé la question n'a pas vraiment un rythme alimentaire adapté. Et puis, eh ben, forcément, ensuite, on va être tenté de grignoter sur son lieu de travail les produits gras qu'il a sous les yeux, hein, donc fromage, pizza, charcuterie, etc. Donc, encore une fois, s'il y a un vrai repas équilibré à porter avant de se rendre sur son lieu de travail, il ne va pas y avoir une faim physiologique, donc on va être beaucoup moins tenté. Et puis après, il y a aussi un minimum de volonté pour ne pas céder aux tentations. Alors ensuite, les chips de légumes bien notés sur l'application Lucas sont-elles une bonne alternative pour l'apéritif? Alors, sincèrement, je n'ai jamais regardé les valeurs nutritionnelles des chips de légumes, ni les constituants ni les ingrédients qui constituent les chips de légumes. Euh, pour en être sûr, il faut regarder la liste des ingrédients et le tableau des valeurs nutritionnelles. Alors, notamment au niveau des chips, ça peut être au niveau du sel. À voir. Alors, peut-être que ça peut être mieux qu'une chips classique, mais quoi qu'il en soit, ce sera toujours moins bien que, par exemple, ce qu'on appelle les légumes crus en apéro, etc. Moi, je reste toujours un petit peu sceptique quant aux produits industriels transformés et fabriqués dans les industries, en fait. Pour moi, il n'y a rien de mieux que d'acheter des produits bruts à la maison et de les transformer à la maison. Bon, ok, donc là, ok. Bon, je pense que vous voyez les commentaires autant que moi. Alors, une autre question sur le sport. Je vais passer les échanges entre Tine et Claude. Alors, doit-on manger avant... Ah mince. Doit-on manger avant ou après le sport, sachant que je n'ai pas faim après, mais j'ai faim la nuit? Alors, c'est vrai que bien souvent, le sportif, après un effort intense, il n'a pas faim. Par contre, ça n'empêche pas que le corps a ses besoins physiologiques pour réparer le corps. Donc en général, ce que je vais conseiller aux sportifs qui n'arrivent pas à manger après un effort physique pour quand même essayer de récupérer, ça va être plutôt sous forme liquide. Sous forme liquide, donc encore une fois, j'en reviens à ce jus de raisin qui a un rapport glucose-fructose très intéressant pour la récupération au niveau du stock de glycogène. Donc boire du jus de raisin ou éventuellement du jus de pomme si vous n'aimez pas le jus de raisin, ou essayer d'avaler au moins une compote pour resucrer un minimum le corps et attendre effectivement que la faim se réveille. Alors après, fin la nuit, après le sport quand même, je sais pas à quelle heure le sport est pratiqué là pour cette personne, mais même si on attend un petit peu, essayez quand même de faire un repas 2 ou 3 heures après l'activité physique. En général, ça revient après, hein. Mais encore une fois, hein, vu que c'est la même personne que tout à l'heure, je pense qu'en se forçant à adapter un rythme alimentaire correct, ça réglerait déjà beaucoup de ces problèmes. Voilà. Donc, je crois que Monsieur le Président, on fait quoi? Tu vas acheter ta cloche. Voilà, je pense avoir répondu à tout le monde. Je pense avoir ne pas avoir raté de message. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve normalement la semaine prochaine à la même heure, jeudi prochain à 17h,
pour évoquer un autre sujet. Et puis, de toutes les manières, en fonction du sujet abordé, qui sera probablement les fausses idées reçues qu'on peut avoir sur les féculents, j'aimerais démêler le vrai du faux des féculents, en fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fausses informations qui circulent et c'est vraiment dommage. Donc, je vous présenterai certainement ce sujet-là la semaine prochaine. Et encore une fois, à la fin de ma présentation, vous pourrez me poser toutes vos questions. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là. Et puis, si vous le souhaitez, on se retrouve jeudi prochain à 17h. Et merci pour vos commentaires.